Bonjour! Si vous avez cliqué sur cette vidéo, bravo! C'est que vous savez déjà que communiquer n'est pas facile. Avec certaines personnes, ça semble parfois même impossible. Des malentendus, on ne se comprend pas, des conflits, on se dispute plus ou moins violemment, plus ou moins froidement peut-être même. Il y a du non-dit. La communication assertive non violente, ça s'apprend. Et je vous livre ici un super archi condensé théorique de tout ce que vous pouvez pratiquer dans mes ateliers. À la fin de la vidéo, vous trouverez tous les renseignements pour participer à des ateliers de groupe avec jeu de rôle près de chez vous ou à des séances de pratique à distance par vidéoconférence. Allez, on commence. Accrochez-vous car voici 10 comportements pour une communication assertive non violente. Alors, la première qualité à acquérir, c'est connais-toi toi-même et sois le changement que tu veux voir autour de toi. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase quelque part. Elle vient de Gandhi. Et Gandhi, c'était le communicateur non violent par essence. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parvenu à faire démanteler le plus grand empire qui ait jamais existé dans toute l'histoire de l'humanité, et ce sans aucune guerre. Par contre, il n'a pas pu éviter la guerre pakistano-indienne. Donc il y a des limites à la communication non violente, certes, mais on peut déjà faire des miracles avec elle. Mais pour cela, il faut cultiver certaines qualités en soi, et c'est ça le premier point. Alors, quels sont les problèmes que la communication assertive non violente peut résoudre dans ce domaine? Eh bien, ça peut être un problème de mauvaise maîtrise de soi, de ses émotions. Ou alors on ne se connaît pas assez soi-même, ou alors on a un ego trop gros, ou au contraire on manque de confiance en soi. Et donc quelles sont les solutions offertes par la CANV, la communication assertive non violente? Eh bien, on apprend à connaître nos points forts et nos points faibles, être pleinement présent et conscient de nos émotions, nourrir l'assertivité et la non-violence, ces deux choses-là vont ensemble, l'assertivité et la confiance en soi. Alors le deuxième point, c'est justement l'assertivité. Qu'est-ce que l'assertivité n'est pas, tout d'abord? Eh bien, elle n'est pas un style de communication agressif, ni un style passif, ni un style manipulateur, ni encore moins le style passif-agressif. Alors, en quoi est-ce qu'elle consiste, cette assertivité? Eh bien, en une attitude ouverte. Elle consiste à ne pas dire des choses qu'on ne pense pas vraiment, dire ce qu'on pense au contraire, et le dire de façon respectueuse de l'autre. Elle consiste à être proactif envers l'autre et à avoir une diction claire et fluide. Ça peut paraître étonnant, mais c'est pourtant nécessaire. Et il faut aussi soigner son apparence, à savoir soigner son ton de voix, soigner son contact oculaire, soigner son langage corporel. Troisième bonne pratique, se préparer. Qu'est-ce qui se passe si on arrive dans un dialogue non préparé? Eh bien, d'abord, on ne sait pas vraiment quel est le ressenti et la position de l'interlocuteur. On risque de commencer le dialogue du mauvais pied. Et comment donc est-ce qu'on se prépare avec la CANV? On fixe son objectif. On se met au diapason de son interlocuteur. En quelque sorte, on apprend à parler son langage, du moins au début. On anticipe les questions et les pièges. On trouve le bon moment, la question du timing est fondamentale. Et on doit être le plus conscient possible de la façon dont l'interlocuteur pense et réagit de manière générale. Ensuite, on prépare des affirmations constructives. Et un autre truc, c'est de rappeler l'historique qui a mené à la situation présente. Une autre qualité et compétence à apprendre, c'est celle de poser des questions justes. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On marche à l'aveuglette, on crée des malentendus, des conflits, des disputes qui n'en finissent pas. Et si on pose trop de questions, on peut se faire passer pour intrusif. Et donc ce qu'on apprend avec la communication assertive non violente, c'est à trouver les questions judicieuses et à connaître le point de non-retour de l'interlocuteur, ce qui risque de lui faire casser la relation. Connaître ses valeurs les plus importantes. On apprend aussi à être concret et tangible. On apprend à déceler, c'est très important, les omissions et les distorsions dans la communication.
Et aussi, on apprend à expliquer pourquoi on pose tant de questions. La 5e compétence à nourrir, à acquérir, c'est celle qui est à mes yeux la plus importante. Celle qui consiste à observer sans juger. Le non-jugement, condition première de toute activité yogique et de toute activité de communication. Qu'est-ce qui se passe si on est dans l'attitude opposée? Eh bien, on fait des suppositions, on a des croyances, on porte des jugements à l'égard de ce que l'autre dit ou de ce que l'autre fait ou est, tout simplement. On risque d'avoir des mauvaises interprétations de ce que l'on entend. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Eh bien, on peut se rendre dans ce que j'appelle le champ des possibles, au-delà de la dualité. On peut écouter avec empathie. On peut apprendre à s'écouter soi et à ce que dit l'autre et surtout à ce qu'il ou elle ne dit pas. Et enfin, on apprend à exprimer des faits, non pas des suppositions, et à exprimer un fait à la fois, ne pas remonter à l'an 1940. Bien, nous venons de couvrir les 5 premières compétences, nous sommes donc au milieu de tout ceci. Accrochez-vous, on est à la moitié, on continue pour la deuxième mi-temps. 6e compétence, reconnaître et exprimer des émotions. Si on ne sait pas bien faire ça, on se retrouve dans une situation d'attitude contre-productive, d'émotions excessives ou d'émotions réprimées au contraire, ou de pas assez d'émotions. Donc que faire? Eh bien, on peut sentir quelle partie du corps est affectée. On peut développer un vocabulaire émotionnel. On peut reconnaître qu'on est responsable de ses propres émotions. On peut devenir autonome émotivement et apprendre à les gérer. Et surtout, rester en mode constant d'audit émotionnel. Et on peut même vivre une libération émotionnelle. Une fois qu'on a appris à reconnaître et exprimer des émotions, on passe à l'étape suivante, la 7e, reconnaître et exprimer des besoins. Sinon, on a des besoins, des envies qui sont non reconnus, on ressent de l'insatisfaction, de la frustration. Mais contre ça, on peut se créer un véritable répertoire de phrases clés pour exprimer ses besoins et inciter l'autre à en faire de même. On peut reformuler le besoin de l'autre et on peut même proposer une solution. 8e compétence, formuler des demandes précises. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a de l'inaction par rapport au problème, de la confusion entre demandes, besoins, questions, requêtes, exigences. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est formuler des demandes claires et précises, donner le choix et reformuler ce qu'a dit l'autre et reformuler ses propres demandes, dans d'autres mots. On arrive à la 9e compétence, celle de conclure et passer à l'action. Sinon, pas de suivi, un suivi à côté de la plaque. Et donc, que faire? Eh bien, il faut statuer qui fera quoi, quand et comment. Demander à nouveau de répéter et prendre note de la décision. Alors, la 10e compétence, ce n'est pas dans la suite des autres. C'est une compétence qu'il faut utiliser tout le temps, à savoir ressentir et montrer de l'empathie. Sinon, on est avec des relations en rade, avec des projets ratés, rien ne va. Autre risque, quand on utilise mal la compétence de l'empathie, c'est celle de conseiller, de se montrer meilleur, d'essayer d'éduquer ou de consoler, de raconter sa propre histoire, de couper la parole, d'interroger, d'expliquer ou de corriger. Tout cela, ce sont des pratiques qui ne sont pas idéales. Ce qui est au contraire une bonne pratique, c'est celle de reformuler les faits, de se mettre à la place de l'autre, de trouver les points de blocage, d'exprimer ses sentiments, ses besoins et ses demandes le cœur ouvert, les oreilles et les yeux grands ouverts et aussi, pourquoi pas, d'accéder à son 6e sens. Alors, je vous avais dit qu'il y avait 10 bonnes pratiques, c'est vrai, mais dans les cours que je donne, il y a un petit bonus important qui concerne les limites de la communication assertive non violente, c'est celle de gérer les cas spéciaux. C'est quoi, par exemple, ces cas spéciaux? C'est les cas de manipulation, de déséquilibre de pouvoir, d'abus de pouvoir, de mauvaise volonté, de troubles mentaux. Alors, que faire dans ces cas-là? Eh bien, il faut tout d'abord connaître et accepter les limites de la communication assertive non violente. Il faut, au contraire, trouver en quoi celle-ci peut quand même être utile malgré tout. Et surtout, cultiver et apprendre le détachement et apprendre à ce que j'appelle semer des petites graines.
Ouf, on y est. Voilà, vous venez de voir la substantifique moelle de 3 mois de formation pratique transformative où vous pouvez devenir une personne qui se connaît, qui est en audit permanent de ses émotions, qui sait écouter avec empathie et même compassion. Quelqu'un qui a les bonnes phrases pour toucher. À son tour, aider l'autre à se transformer ou au moins à revoir ses positions, et ce, dans la plus entière liberté et le respect de l'un comme de l'autre. Alors, si ce cheminement vers la communication assertive non violente vous tente, vous pouvez nous contacter pour une formation sur l'adresse ibeauvez@gmail.com. L'adresse se trouve aussi dans la description de la vidéo. Si vous voulez en savoir plus par vidéo, alors simplement continuez à regarder cette playlist. Mais il y a aussi sur cette chaîne d'autres playlists de mindfulness et de yoga pour vous permettre de développer les qualités nécessaires à la confiance en soi, à la communication authentique et à la non-violence. Et si vous préférez apprendre en autodidacte, avec ou sans coaching personnel, vous pouvez vous procurer le livre de cours avec exercices pratiques. Les infos sont dans la description sous la vidéo.